présenter donc notre premier conférencier, Laurent Lescouache. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons aujourd'hui Laurent Lescouache pour cette matinée consacrée à l'évaluation en pédagogie freinée. Laurent Lescouache est professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Caen et membre du Centre interdisciplinaire de recherche normand en éducation et en formation. Avant de rejoindre la recherche, il a été enseignant spécialisé en primaire et militant pédagogique dans les mouvements d'éducation nouvelle. Ce double ancrage, terrain et recherche, donne à ses travaux toute leur pertinence pour nous aujourd'hui. Ces recherches portent sur les pédagogies alternatives inspirées de grandes figures comme Freinet, Montessori, Oury ou Frère, et sur les pratiques d'accompagnement des apprentissages. Il est notamment co-auteur de Faire travailler les élèves à l'école, 7 clés pour enseigner autrement, et fait partie des rares chercheurs universitaires qui s'intéressent sérieusement et durablement à la pédagogie freinée. Pour lui, Freinet est l'un des rares pédagogues à avoir construit un modèle pédagogique global, à la fois très théorisé, avec des notions comme le tâtonnement expérimental ou la coopération, et ancré dans un mouvement vivant. Dans un contexte où les mouvements pédagogiques sont attaqués par les partisans d'une école plus traditionnelle, il rappelle que les pédagogies alternatives proposent des formes plus adaptées aux enfants, plus respectueuses de leurs besoins, plus émancipatrices, mais que ces formes doivent permettre d'expliciter, de structurer les savoirs, particulièrement pour les enfants des familles populaires. Nous avons eu le plaisir de l'écouter lors du 2e salon belge de la pédagogie Freinet à Bruxelles en 2025, où il nous avait accompagnés dans notre réflexion sur le plan de travail. Aujourd'hui, nous lui avons demandé de s'associer à un autre chantier essentiel pour nos classes, celui de l'évaluation. Comment évaluer sans trahir l'esprit Freinet? Comment faire de l'évaluation un levier d'émancipation pour les enfants? C'est le cœur de la conférence qu'il va nous proposer, personnalisation du travail et évaluation formatrice dans la pédagogie Freinet, une entrée pour l'émancipation des enfants. Merci d'être là. Je vous cède la parole. Bien, bonjour à tous. Merci pour cette présentation. C'est impressionnant de vous voir là, comme ça. Donc, alors, c'est doublement impressionnant parce que moi je suis français et apprendre qu'il y a une ville où il y a plus de 10 écoles Freinet, c'est assez surprenant pour un français, très clairement. Parce que nous, c'est très disséminé, c'est très rare, et donc je suis ravi d'être ici ce matin. Donc l'idée, c'est de partager avec vous, plutôt de témoigner d'une réflexion. Moi, quand je suis avec les collègues des mouvements pédagogiques, je me méfie beaucoup de ce que nous pouvons dire, nous, comme chercheurs, qui ne sommes pas dans le quotidien des classes. Et l'idée, c'est plutôt de vous donner un point de vue, en espérant qu'il fasse écho, finalement, avec votre regard, vos problématiques. Et du coup, l'idée, c'est d'où je parle. Moi, je paye ma cotisation à l'ICN Pédagogie Freinée en France depuis maintenant plus de 30 ans, donc ça va. Globalement, on vient de terminer avec mes collègues que je vais saluer. J'ai une de mes collègues qui s'appelle Marie Vernion, une autre collègue qui s'appelle Nathalie Dupont ou Émilie Dubois, plusieurs recherches avec des écoles en France qui sont, pour certaines, des pédagogies, on va dire, innovantes, notamment des classes flexibles, c'est un courant qui se développe beaucoup, des classes coopératives avec l'inspiration des travaux de mon collègue Sylvain Connac, avec qui j'ai le plaisir de travailler régulièrement. Et puis aussi, on a travaillé avec 2 écoles qui, elles, sont en pédagogie freinée. C'est assez rare en France, mais j'ai une école à Caen, près de Caen, à Hérouville-Saint-Clair, qui est une école freinée depuis 1977. Et puis, sur le Havre, une équipe qui s'est constituée en classe multi-âge de type freiné, assez spontanément. Et c'est dans ce contexte-là, ça marche toujours pas. Bon, on va y arriver. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a travaillé avec cette équipe pour essayer de comprendre ce qui se jouait dans la personnalisation des apprentissages. Et depuis 5 ans, ce qui m'intéresse, c'est de voir en quoi vos pédagogies sont une réponse à une problématique très forte. En France, c'est depuis 2005, mais je sais qu'en Belgique, c'est aussi quelque chose qui arrive très fortement, qui s'appelle l'école inclusive. C'est-à-dire, nous, notre postulat, c'est que plutôt que de chercher des dispositifs d'ajustement
compensatoires pour répondre à la problématique des situations, besoins éducatifs particuliers des élèves. Nous avons dans l'histoire des pédagogies, et particulièrement dans les approches comme celle de Freinet ou de Crowley, des réponses fonctionnelles à la problématique de l'inclusion. Donc ce que je vais essayer de développer, c'est partager avec vous cette réflexion-là, notamment la première qui est de se dire que oui, la pédagogie Freinet, c'est vieux, mais c'est aussi peut-être pas si vieux que ça. Et d'autre part, sur le fait qu'il y a beaucoup d'innovations qui se font dans les classes aujourd'hui. Ça y est, ça fonctionne. Il faut que je fasse ici alors, c'est ça je ne sais pas. Qu'en pédagogie Freinet, de mon point de vue, il subsiste quelque chose de très différent. Donc c'est là. Ok, c'est là. Bon, je vais m'en sortir. C'est qu'en pédagogie Freinet, il subsiste quelque chose de très différent par rapport aux innovations. Alors, nous, on utilise une notion, je ne sais pas si elle vous parle, ça vient d'un sociologue qui s'appelle Guy Vincent, qui est la notion de forme scolaire. C'est l'idée que, voilà, ce que dit Guy Vincent, je le dis très rapidement, et là je fais très attention, je suis très heureux d'intervenir ce matin, mais très intimidé aussi par la présence de Philippe Mérieux, que je vais saluer à de nombreuses reprises dans la matinée, je vous rassure. Et donc, là, je vais m'appuyer justement sur les travaux de Philippe Mérieux, qui, nous, dans mon équipe, nous marque beaucoup, notamment sur l'idée qu'une pédagogie, c'est quelque chose qui n'est pas qu'une question de technique, sur le fait qu'une pédagogie, c'est, alors le triptyque est le suivant, il y a dans toute pédagogie, je m'appuie sur la définition de Housset, vous êtes des praticiens théoriciens de l'action éducative, et donc du coup, vous avez des techniques. Freinet parlait pendant longtemps de techniques Freinet, il ne voulait surtout pas parler de modèles, et puis à la fin il a changé un peu d'avis. Vous avez des techniques, mais ces techniques s'expliquent par aussi des choix théoriques, et chez Freinet il y a une théorie d'apprentissage qui est fondée sur le tâtonnement expérimental et qui va induire justement donner sens aux techniques. Et puis il y a aussi un pôle axiologique, c'est-à-dire des valeurs. C'est-à-dire ce qui fait que vous êtes des enseignants Freinet, c'est aussi que vous avez un projet, un projet éducatif qui n'est pas celui de l'école traditionnelle. Et notamment, je crois que vous êtes à peu près tous ici, ce qui nous réunit, c'est qu'on pense que l'école, ça sert à émanciper les enfants, pas à les rendre conformes. Et dans ce cadre-là, du coup, moi je vois dans nos projets beaucoup de pratiques qui viennent de ce qu'on appellerait les alternatives pédagogiques, c'est-à-dire voilà, tout ce courant des classes flexibles, dans lequel la question des techniques se pose. Très clairement, les collègues, les projets qu'on a pu faire avec des collègues qui sont en classe flexible, ils bougent énormément de choses de la forme scolaire. Donc la forme scolaire, pour Guy Vincent, c'est l'idée qu'il y a une manière d'enseigner, d'apprendre et de se socialiser dans les apprentissages qui s'est structurée comme étant une forme de norme dans l'école primaire, mais qui a aussi dans l'école dans le secondaire, et qui est fondée en gros sur une méthode qui est l'enseignement simultané, comme nous voyons bien dans ce bel amphithéâtre, où pour parler pédagogie Freinet, je pense que c'est quand même un cours magistral, hein, voilà. Des méthodes, des techniques et des méthodes qui sont fondées en gros sur la leçon, l'exercice et le contrôle, donc ça va poser des vraies questions sur l'évaluation. Par exemple, moi je suis à l'université, un des grands combats avec mes collègues, c'est pourquoi on évalue à l'université. Est-ce qu'on évalue que pour certifier des compétences? Est-ce que c'est un concours? Est-ce que c'est une course de chevaux? Est-ce qu'on est là pour décider qui est le meilleur ou pas le meilleur? Ou est-ce qu'on est là pour montrer que tout le monde peut réussir? Vous voyez, ces questions-là nous mènent très loin. Et dans la forme scolaire, je crois qu'on doit ça un peu aux jésuites, si j'ai bien compris les travaux d'Olivier Molinier. Par exemple, tout le travail sur la notation, ça a une fonction, trier les élèves et opérer des classements. Et donc, pour le coup, si je me positionne comme pédagogue alternatif, il va aussi que je rompe avec ces choses-là. Et donc, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est comment on va se développer aujourd'hui dans plein de classes des pratiques assez différentes. Par exemple, la coopération, c'est quand même plutôt pas mal développé ces derniers temps dans beaucoup de classes. La flexibilisation des espaces, le plan de travail, c'est quelque chose qui se développe aussi, mais, et là je vais dire le mais, pas forcément du tout sur les principes organisateurs qui sont ceux de la pédagogie Freinet. Donc là, j'ai repris une vieille diapo de l'ISEM en France, mais moi, celle qui m'a le plus parlé quand j'ai découvert la pédagogie Freinet, c'est-à-dire l'idée qui est ces quatre fondements, la coopération, mais la coopération, pas seulement ce que les psychologues sociaux appellent le cooperative learning. Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu, le cooperative learning. On a plein de travaux, notamment depuis 30 ans, de Johnson et Johnson, c'est un peu comme dans Tintin, si vous voulez, les Dupont et Dupont, c'est des frères, Johnson et Johnson,
qui ont montré très tôt, enfin il y a plus de 30 ans, que les apprentissages coopératifs sont plus efficaces. Bon. Mais par contre, eux, ils sont que sur le cooperative learning, c'est-à-dire sur je fais coopérer dans des situations d'apprentissage. Et ce qui est dans vos classes, c'est-à-dire coopérer pour apprendre et vivre ensemble et penser la coopération au cœur du dispositif, ce n'est pas fondamentalement ce qu'ils font. Ouais. Donc il y a là, je pense, en pédagogie Freinet par exemple, une différence très forte, moi quand je vais dans les classes Freinet, avec ce que je vois dans d'autres classes qui font de la coopération pour du travail de groupe, mais ils vont s'arrêter à ça quasiment, quoi. Vous voyez, bon. Le deuxième pôle, le tâtonnement expérimental, ça reste, de mon point de vue, quelque chose qu'on voit assez peu dans les classes, parce que dans beaucoup de classes, la logique qui domine, c'est la planification. Et comme c'est la planification des apprentissages, en fait, les collègues, quand bien même ils ouvrent quelques situations, ils vont faire des projets, ils vont faire des choses comme ça, mais ils font des projets, ils doivent avoir prévu avant même le début du projet ce que les élèves vont faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'appelle ça de la pédagogie de projet d'adulte. Il me semble que ce que je vois dans les classes Freinet, c'est une autre conception de la pédagogie de projet, qui est une pédagogie de projet d'enfants, et qui va partir des enfants, partir de leur centre d'intérêt pour les accompagner vers quelque chose d'autre. Et là, on peut utiliser les mêmes mots en fait, mais nous, de l'extérieur, on ne voit pas forcément les mêmes pratiques. Donc il me semble que sur le pôle expression-communication, par exemple, l'entrée par la créativité des enfants est quelque chose qui reste un grand marqueur des approches pédagogiques issues, disons, de l'éducation nouvelle, quand Freinet est une... Et enfin, le dernier point, c'est cette question du travail individualisé. Je vais le développer un tout petit peu juste après, mais il me semble que, pareil, je vois beaucoup de plans de travail aujourd'hui dans les classes, et y compris dans des classes même pas du tout qui se définissent comme alternatives. Les réseaux sociaux ont fait développer 3 types de pratiques de manière importante, il me semble, ces 10 dernières années. Sous l'influence de Montessori, et c'est très bien par contre, sous l'influence de Montessori, de la mode Montessori, le retour de l'énaction, je ne sais pas si ça vous parle, l'énaction, c'est-à-dire l'apprentissage par la manipulation. Et donc, sous l'influence, la mode, alors nous on a eu en France Céline Alvarez, je crois qu'elle est venue aussi un petit peu en Belgique, qui a finalement fait des propositions qui ont amené les enseignants à se reposer beaucoup plus fortement la question de l'apprentissage inactif. Et ça s'est diffusé, pas par les... Alors nous c'est des inscrits en France, mais je crois que chez vous c'est des hautes écoles, ça s'est pas diffusé par les lieux de formation, ça s'est diffusé par les réseaux sociaux en fait, qui sont peut-être aujourd'hui un des vecteurs de formation les plus importants dans la professionnelle. La deuxième effet de changement très fort depuis 15 ans pour moi, c'est les pédagogies coopératives, puisque effectivement aujourd'hui se diffuse l'idée que faire coopérer les enfants est quelque chose d'important dans les apprentissages. Et là encore, quand les institutions commencent à s'en emparer, c'est qu'il y a eu un changement. Moi, ça fait quelques années que maintenant on me demande d'intervenir dans des formations d'enseignants sur la coopération. Par contre, il y a un truc qu'on ne me demande pas, c'est d'intervenir sur la pédagogie Freinet. Et ça m'amuse, et à ma foi, pour moi, c'est très significatif. C'est-à-dire, pour mon institution en France, j'ai l'impression que tant que je parle de la pédagogie coopérative, c'est entendable, parce que finalement, il n'y a pas de dimension axiologique forte. Il n'y a pas d'enjeu politique à parler de la pédagogie coopérative. Par contre, si je commence à parler de pédagogie Freinet, ben, je vais être obligé de parler du projet politique, des enjeux, de la finalité. Et là, pour mon institution en France, c'est déjà sans doute beaucoup plus subversif par rapport à l'état des pratiques et des préconisations. Je ne sais pas si ça vous parle. Et puis la troisième chose qui aujourd'hui se développe beaucoup, c'est effectivement la flexibilisation des apprentissages. Là encore, moi, ça m'a beaucoup amusé quand j'ai vu arriver ça il y a une dizaine d'années, ce que j'avais fait pour ma part mon mémoire d'enseignant spécialisé sur les pratiques Freinet en France à l'époque, ça s'appelait des CLIS, des classes d'intégration scolaire, un public type 1 chez vous, quoi. Et dans ce mémoire-là, justement, j'avais travaillé sur l'apprentissage naturel des maths et en quoi l'aménagement des espaces en pédagogie Freinet pouvait permettre de diversifier les formats pédagogiques. Et donc, si vous trouverez, vous irez voir dans les archives de l'ICEM, vous trouverez plein de textes dans les années 50 où ils réfléchissent énormément aux espaces. Dans la pensée du matérialisme didactique de Freinet, ils réfléchissent énormément à l'organisation de la classe. Et donc, quand on voit arriver aujourd'hui comme une modernité au nom de l'ergonomie et des enfants,
les classes flexibles, on peut sourire un petit peu. Mais, et je vais m'arrêter là sur cette intro, qui a déjà duré 10 minutes, c'est à la fois pour moi un bien et un mal. Je suis très heureux qu'aujourd'hui ces thématiques qui ont été portées par les mouvements pédagogiques se diffusent, je dirais, dans le centre du système. Par contre, quand elles se diffusent dans le centre du système, il faut qu'elles soient acceptables par le système. Et du coup, elles risquent parfois de perdre en route, on pourrait parler de vulgate, de perdre en route le sens premier de ces réflexions-là. Autrement dit, c'est la blague qu'on faisait, moi, quand j'étais il y a 30 ans, au tout début. Je disais, voilà, est-ce que le texte libre obligatoire de 9 à 10 heures sur un sujet imposé, est-ce que c'est encore du texte libre en France? La réponse est bien évidemment non, mais rien que le fait qu'on soit obligé de se poser la question doit pouvoir nous interroger. Et donc, par rapport à ça, moi je vais défendre l'idée, et c'est ce qui m'intéresse, c'est que la modélisation Freinet, donc je reprends les 3 pôles dont je vous parlais, est une modélisation qui reste extrêmement singulière par rapport à d'autres pédagogies, qui pourraient ressembler dans la forme. Alors j'interviens moi aussi en l'équivalent d'une autre école en France, et ce qui est difficile pour nous en ce moment, c'est d'expliquer aux étudiants que dès que je leur présente une technique Freinet, ils disent mais on connaît. Et donc ils disent on connaît quoi, on a déjà entendu parler, on sait. Puis après on creuse, et en fait ce qu'ils connaissent, c'est, oui, ils connaissent des techniques issues des méthodes actives. Mais par contre, la philosophie d'une méthode naturelle, ils ne connaissent pas vraiment. Mais par contre, dans la forme, pour eux, c'est assez proche quand même, quoi. Oui, du côté de la démocratie directe, faire parler les élèves, oui, on nous dit qu'il faut faire des conseils de classe. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces conseils? Quelle est la place du pouvoir qu'on laisse vraiment aux enfants? Est-ce que c'est des outils simplement de régulation ou est-ce que c'est des outils d'émancipation? Vous voyez, et là, je pense qu'aujourd'hui, les mouvements pédagogiques, notamment la pédagogie Freinet, a tout intérêt à continuer à théoriser ces pratiques et à ne pas rentrer que par ces techniques, parce que c'est là que se jouent les différences. Parce que la différence, elle est dans l'enjeu axiologique, en fait. Démocratie, émancipation, inclusion, développement de la personne humaine et confiance. Parce que si je mets ça, vous voyez, là j'avais pris une petite diapo qui m'amuse beaucoup, c'est de dire, voilà, les classes Freinet dans les années 50, aujourd'hui les classes flexibles. Je pense qu'on n'a pas inventé grand-chose, quoi, vous voyez. Mais c'est comme ça. C'est plus joli, c'est vert et les matériaux sont plus ergonomiques. Mais par rapport à ça, si je mets aujourd'hui dans les pratiques innovantes que je peux observer dans ces projets, très clairement, il y a bien méthodes actives, participation, responsabilisation, mais à des degrés beaucoup plus faibles. Et la justification scientifique n'est pas du tout la même. Notamment, aujourd'hui, beaucoup de ces courants se justifient sur les courants des neurosciences, parce que ça fait beaucoup plus sérieux, ça fait scientifique, alors que notre héritage dans les mouvements pédagogiques, il se joue ailleurs, il se joue dans la pensée socio-constructiviste, dans les théories de ces pédagogues, qui sont sans doute à revisiter pour certaines. Je ne pense pas qu'on puisse prendre les écrits de Freinet et penser que c'est la Bible, que sa théorie de la psychologie sensible a le mérite d'être retravaillée, mais il n'empêche que nous avons un héritage qui est intéressant. Voilà. Alors, par rapport à ça, il me semble que ce qui est intéressant, c'est de se re-questionner sur en quoi les techniques sont d'une certaine manière une partie immergée de l'iceberg. Et donc, si je rentre que par les techniques, je ne sais pas si vous le vivez comme ça, je vais avoir du mal à faire comprendre ma pédagogie. Et donc, je crois qu'il faut qu'on puisse rethéoriser ce qui sont les indicateurs qui spécifient les pratiques. Alors, on pourra en discuter après. Moi, il me semble que c'est un peu tout ça. Je passe très vite pour enchaîner, mais il me semble que la démocratie directe, ça reste un marqueur très fort. Des classes où les élèves ont vraiment du pouvoir. Alors, pas tout le pouvoir, mais quand même un pouvoir sur leur vie dans la communauté d'apprentissage. Et ça, il n'y a pas qu'en pédagogie Freinet, mais c'est quand même un marqueur fort. Tout ce qui est l'approche par méthode naturelle me paraît constituer toujours un marqueur très très fort. Et notamment, moi j'associe souvent la pédagogie de projet, et puis ce que Nicolas Gau, que vous avez sans doute pour certains déjà lu, entendu, reprend dans une théorie de l'enfant auteur en fait. Ce qui n'est pas nouveau non plus. Nous, on a fait un colloque il y a un mois à partir de Korjak sur enfant-auteur, penser à hauteur d'enfant. Vous voyez. Donc en fait, il y a cette tradition-là, mais qui permet de poser le fait qu'on va partir des centres d'intérêt des enfants
Par contre, pour ne pas y rester, et je suis assez sensible à cette idée, qui a été évoquée par quelqu'un qui s'appelle Philippe Mérieux, je ne sais pas si vous connaissez un peu. non, c'était mes étudiants, quand je leur expliquais ça les marque beaucoup. Philippe Mérieux nous disait donc que si l'intérêt des enfants correspondait à leur centre d'intérêt, la question de la pédagogie serait quasiment réglée. Or, toute notre problématique, c'est de partir de leur centre d'intérêt pour les emmener ailleurs, et que parfois, ce qui est dans leur intérêt ne les intéresse pas. Et que donc, du coup, dans cette tension-là, c'est là que se joue la question pédagogique, mais la question de l'enfant auteur est forte. Les formats pédagogiques, je passe très vite. Et puis, ce qui m'intéresse comme autre notion, qui, je crois, marque vos classes, et du coup, ça va me permettre d'aller sur la personnalisation des apprentissages, c'est de s'autoriser à penser non seulement le groupe comme une communauté apprenante. Ce qui choque le plus mes étudiants, moi, c'est l'enseignement mutuel, en fait. Donc là, actuellement, j'ai un autre projet de recherche dans une ville, Nantes, que je vous conseille, qui est une jolie ville, dans laquelle c'est les collègues en secondaire. Ça fait une dizaine d'années que je travaille de plus en plus avec les collègues du secondaire. En France, il y a très peu de pédagogie freinéenne en secondaire, qui mettent en des classes multi-âges en collège, ce qui en France est vraiment très très rare. Et notamment, tout l'enjeu qu'il y a, c'est de se dire, les élèves sont capables de s'apprendre quelque chose entre eux. Je parle à des praticiens freinés, ça vous paraît évident, mais c'est pas tant que ça une évidence pour beaucoup de nos étudiants, qui sont encore dans la pensée que toute la maîtrise du savoir doit passer par l'enseignant et dans le contrôle didactique des situations. Alors par rapport à ça, globalement, ce qui m'intéresse, moi, c'est de se dire que vous êtes dans des pédagogies qui ont un rapport à la planification qui est singulier. Là, c'est André de Peretti, c'est un vieux nom de la pédagogie. André de Peretti a beaucoup travaillé sur la question de la différenciation pédagogique. Et il parlait à un moment donné, moi c'est une expression qui m'a beaucoup parlé, j'étais très embêté, je faisais mes trucs avec mes élèves, je faisais des projets, puis après il fallait que je remplisse ce qu'ils avaient appris, ce qui était ma première forme d'évaluation en fait. Et après j'étais très embêté parce qu'ils voulaient toujours que j'explique avant ce qu'ils allaient apprendre. Donc, et moi je ne sais pas faire, je ne sais pas vous. Moi, je ne sais pas commencer une séance en sachant ce que mes élèves vont apprendre. Je peux le dire après. Et André de Peretti avait une théorie qui, je crois, marque nos pédagogies, c'est l'idée qu'il y a des pédagogies dans la planification a priori. C'est-à-dire, on prévoit avant, mais en fait, c'est une pédagogie de la foi. Je prévois avant ce que les élèves vont apprendre. Je programme qu'aujourd'hui, ce sera l'attribut du sujet. Je leur fais vivre et j'espère qu'ils ont appris l'attribut du sujet à la fin. Et s'ils n'ont pas appris, en plus, c'est de leur faute, puisque moi, je l'ai bien enseigné quand même. Bon, vous voyez cette logique un petit peu là. Et de Peretti disait, il y a des formats pédagogiques qui viennent d'autres pédagogies qui sont a posteriori, et je crois que c'est ce que vous faites. C'est-à-dire, on a des trames, on construit de l'activité, on vit de l'activité, on personnalise les apprentissages en amenant les enfants à pouvoir suivre des cheminements personnalisés, et c'est a posteriori qu'on va vérifier ce qu'ils savent. Je trouve pour ma part que c'est beaucoup plus raisonnable. Parce que du coup, dans ce modèle-là, quand vous annoncez qu'un enfant a fait quelque chose, a appris quelque chose, il l'a vraiment fait, vraiment appris. Le risque, et je crois que c'est tout le problème aujourd'hui du système scolaire français, mais je crois qu'en Wallonie, on est à peu près pareil. Hein, sur PISA, tout ça, on n'est pas... Il n'y a pas une différence folle. Hein, voilà. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'est jamais garant des apprentissages des enfants, en fait, dans des modèles où les enseignants planifient, mettent en place des situations, mais finalement ne garantissent pas que l'apprentissage a été fait. Et je dirais tout à l'heure sur l'évaluation formatrice, sur le fait que on passe notre temps à constater des échecs dans ce type de modèle, plutôt qu'à constater des réussites, ce qui me paraît problématique. Ça va? Je ne sais pas, je ne vous ai pas encore endormi. C'est bon? S'il y en a qui veulent réagir, n'hésitez pas. Je sais, je vois que la forme scolaire est allée jusqu'en Belgique, puisque finalement, dans la forme scolaire, les élèves ne se mettent jamais près du prof. Donc voilà. Alors, du coup, je voudrais développer deux axes. Le premier axe étant, du coup, la personnalisation des apprentissages. La personnalisation des apprentissages, c'est un terme qui a été beaucoup popularisé ces derniers temps par Sylvain Connac, mais je ne l'utilise pas dans le même sens. C'est-à-dire sur l'idée que derrière, et là j'ai pris
un des invariants de Freinet. L'enfant n'aime pas le travail de troupeau auquel l'individu doit se plier comme un robot. Il aime le travail individuel ou le travail d'équipe au sein d'une communauté coopérative. Je pense que toute la difficulté aujourd'hui de la pédagogie, c'est que la personne, donc pour moi la personne, je vais parler au-delà de l'individu, l'individu c'est un morceau qui est séparé des autres, la personne, elle est dans des relations sociales dans un collectif. Et ici, je suis là, comme à la fois, je suis comme une personne qui a aussi, et pour moi c'est pour ça que j'aime bien la notion de personnalisation, qui n'est pas par exemple que son statut momentané dans un espace. Dans ce groupe, aujourd'hui, pour l'instant, je suis qu'un universitaire venu raconter des choses à des professionnels. Mais j'espère que, globalement, je ne suis pas que cet universitaire, je vous rassure. Je suis aussi quelqu'un d'autre. Et tout l'enjeu d'entrer par la personnalisation, c'est de laisser une place. Alors, c'est Sylvain Deby qui avait une formule très, très belle, je trouve, dans un petit reportage sur l'école Mont-Saint-Barreau. Il disait, en fait, en pédagogie Freinet, on s'occupe de l'enfant derrière l'élève. Et ça m'a beaucoup marqué, parce que je crois que c'est à ça qu'on touche. Dans la forme scolaire, on ne s'occupe que de la partie élève, de l'enfant. Dès lors que je vais considérer l'enfant comme une personne, et pas seulement comme un élève, je vais ouvrir le jeu et accepter, mais du coup accepter c'est compliqué, accepter de prendre en compte l'ensemble de la personnalité de l'enfant. Et si j'accepte ça, ça peut déplacer plein de choses. Ça va déplacer la question de l'autorité, mais ça veut dire que par exemple la question de ces centres d'intérêt, je vais me les poser. Dans la forme scolaire traditionnelle, les centres d'intérêt, on s'en fiche un petit peu, hein, puisque les gens qui ont fait le programme ont fait en sorte, alors là chez De Crowley par exemple, c'est intéressant à regarder, moi je ne sais pas si vous êtes des grands, en Belgique, vous êtes normalement plus connaisseurs que nous de la pédagogie de Crowley, mais quand De Crowley fait les centres d'intérêt des enfants, c'est une théorie qui j'ai jamais réussi à rentrer dedans, puisqu'il présuppose des besoins, et il construit sa pédagogie à partir de besoins présupposés, mais le besoin de sécurité tel qu'il le définit, je ne l'ai pas vu chez tous les élèves pour ma part. Alors, tous les pédagogues font des théories, mais l'idée c'est que la pédagogie traditionnelle, ou beaucoup de pédagogie, fonctionne sur les besoins supposés des enfants. Et donc, tous les programmes sont faits sur les besoins supposés d'un enfant de 7 ans, de 8 ans d'avant. Je crois que dans vos pédagogies, on va déplacer fondamentalement ça, en m'intéressant vraiment à ce qui intéresse les enfants. Et ben, je ne vais plus être seulement dans les besoins supposés, je vais l'être un peu quand même, mais je vais être aussi dans les besoins exprimés des enfants. Et je crois que la personnalisation, elle commence là. Elle commence quand vous acceptez d'ouvrir des outils pédagogiques où la part du sujet, la part de l'enfant auteur va leur permettre de travailler à partir de ce qui est leur propre projet. Je ne sais pas si... voilà. Et donc là, on trouve ça globalement sous le nom de projet personnalisé. Où, quand je regarde vos classes, alors, nous, quand on va dans les classes, on observe, et puis comme tous les chercheurs, on prend nos propres catégories pour analyser les choses, quoi. Ça permet de voir des choses qu'on ne voit pas spontanément, ainsi de suite. Et notamment, ce qui m'a souvent, vous allez me dire ce que vous en pensez, souvent marqué dans les classes Freinet, c'est qu'en fait, les collègues me parlent beaucoup des projets collectifs, et qui sont perçus comme un gros marqueur de la pédagogie, mais finalement, assez peu des projets d'enfants. C'est-à-dire, alors qu'ils sont très présents. Hein. C'est-à-dire pour moi, par exemple, un enfant qui écrit son texte libre, il est en projet en fait. Et un projet, ça peut être totalement individuel. Et si je commence à regarder ce type de micro-projets qu'ont les enfants dans vos classes, en fait, vous leur ouvrez un espace qui va être le premier espace de personnalisation. C'est tout simplement la possibilité de poursuivre des projets individuels. D'être dans un espace où, si j'ai envie de faire quelque chose, je vais trouver les moyens, les ressources et l'accompagnement me permettant d'aller au bout de mon propre projet. Et je crois que ce marqueur-là est fort. Alors du coup, je me suis amusé, pour vous, ça m'a fait travailler de venir à Liège, à essayer de reprendre un petit peu toutes les dimensions de personnalisation qu'on a dans nos observations. Et donc, pour faire ce joli schéma, moi j'ai pensé comme ça. Et du coup, effectivement, dans vos classes, il y a tous ces projets d'enfants, qui sont des projets d'enfants individuels ou collectifs, je pourrais le remarquer, avec cette dimension créative qu'on doit, alors je ne l'ai pas dit en intro tout à l'heure, mais moi je parle aujourd'hui,
d'effréner, puisque je crois qu'on a très injustement, pendant très longtemps, minoré la place d'Élise Freinet dans la construction de cette pédagogie. Et la question de la créativité est quelque chose de central qui va nous permettre finalement cette personnalisation des apprentissages. Je crois qu'on pourrait rallier ça à la pédagogie du chef-d'œuvre. La pédagogie du chef-d'œuvre au centre de Charles Pepinster, qui est, je ne crois, pas très loin d'ici, voilà, qui, globalement, moi j'aime beaucoup cette notion-là. Par contre, j'en parle jamais avec des collègues qui ne sont pas des mouvements alternatifs parce qu'ils ne comprennent pas bien ce que ça veut dire au départ. Enfin, justement, on en parle puis on en discute. Parce que pour un chef-d'œuvre, c'est un truc qui est un truc expert, quoi. C'est le truc le plus beau et le plus esthétique qui soit. Or, dans la pédagogie du chef-d'œuvre, c'est plutôt le chef-d'œuvre au sens des compagnons, c'est-à-dire permettre à chacun d'aller au bout de son propre chemin pour faire son propre chef-d'œuvre et sa propre réalisation personnelle. Et en ce sens-là, moi, je trouve ça très intéressant parce que l'élève le plus en difficulté est en capacité de faire un chef-d'œuvre. Mais un peu comme avec des jeunes enfants, on va s'émerveiller de dessins qui esthétiquement sont effectivement pas extraordinaires, mais qui sont pour l'enfant à ce moment-là son chef-d'œuvre. Voilà. Et donc je crois que dans votre pédagogie, il y a là quelque chose d'extrêmement singulier et qu'on ne retrouve vraiment pas du tout partout et qui mérite d'être mis fortement en avant parce que vous permettez à vos élèves, d'une certaine manière, d'avancer à leur rythme, sur leur propre projet, dans leur propre cheminement. Et c'est franchement pas anodin. Je ne sais pas si ça vaut. Deuxième élément de personnalisation, de mon point de vue, c'est tout le travail sur le partage de savoir et les centres d'intérêt. Tout ce qui est quoi de neuf. Alors le quoi de neuf, moi je me suis beaucoup battu avec mes collègues, notamment le professeur de lettres, qui m'expliquait que c'était en gros un moment tout pourri, quoi. Que les enfants ils parlent pas bien. Alors, la discussion avec les collègues, ça sert à quoi un quoi de neuf? Et pour ces collègues qui étaient des professeurs de lettres, pour eux c'est un moment de langage d'abord. Et donc ils analysaient l'intérêt du quoi de neuf à travers la qualité langagière. Est-ce qu'on reprend les enfants? Est-ce qu'on reprend les enfants? En gros, quelque chose d'hyper contrôlé dans le langage. De mon point de vue, le quoi de neuf, ça sert absolument pas à ça. Quoi de neuf ou entretien. C'est un moment d'émergence des projets des enfants. C'est un moment de construction d'une culture commune de centres d'intérêt. Et c'est aussi, surtout, le moment du partage de savoir avec ces centres d'intérêt. Et en ce sens-là, je pense que nous avons là un outil extrêmement intéressant que je relie, pour ma part, au marché de connaissances, en fait, qui sont aussi des outils extraordinaires pour permettre à des enfants qui n'ont pas forcément des compétences, dirons, scolaires extrêmement développées, de pouvoir valoriser leurs propres compétences dans d'autres domaines. Et ça, c'est une forme de personnalisation, parce que vous allez laisser une place dans ce modèle-là, finalement, au savoir, au centre d'intérêt de ces enfants dans ce cas. Et s'ils ne le rencontrent pas avec vous, certains, en milieu scolaire, dans les pédagogies traditionnelles, ne voient jamais leur propre centre d'intérêt valorisé. Là, je pense qu'on peut réfléchir aussi, alors moi je travaille ça plutôt autour de la grande difficulté scolaire, autour de la place qui est faite, si je vous dis Bourdieu, ça vous parle un petit peu? Un peu, je regarde les têtes, voilà. La place qui est faite au capital culturel bourgeois à l'école et finalement très peu au capital culturel des enfants de milieu populaire dans les contenus, et voilà. Mais aussi, je pense que ça se joue aujourd'hui face à tout un tas d'enfants en situation de handicap, pour qui l'écart à l'annonce scolaire est tellement fort que leurs savoirs sont difficilement valorisables et partageables dans des espaces de type scolaire. Et donc je pense que le fait que vous ayez des espaces qui valorisent les compétences, appelons-les informelles, des savoirs plus informels, est essentiel pour leur permettre de rentrer dans ces enjeux. Je vais passer tout de suite au quatrième point, c'est que du coup ça veut dire que la personnalisation, elle passe aussi par l'idée d'être cet enfant derrière l'élève, mais aussi d'être responsabilisé dans un collectif. Là encore, c'est un marqueur. Moi, là, je suis allé dans des classes, plutôt classes flexibles, où en fait, les gamins ont des métiers. Mais ces métiers, ils ne sont absolument pas discutés. Et ces métiers, ils sont faits sous la forme de la division du travail dans une usine, quoi, en gros. Ils arrivent le lundi, ils ont leur métier.
c'est jamais discuté. Et les gamins, vous allez les voir, pourquoi tu fais ça? C'est obligatoire, quoi. Voilà, bon, je me rends compte. Voilà. Or, je vois toute la différence avec les classes type Freinet où j'ai pu travailler, dans lesquelles, quand les métiers ont été discutés le vendredi à la réunion de conseil, quand les gamins, au moment où ils font leur métier, ils ont l'impression de rendre service au collectif, ils se sentent appartenir à une patrie d'une certaine manière, ils se développent un sentiment d'appartenance à travers tous ces rôles-là, eh bien je suis dans un autre univers en fait. Et ils deviennent une personne, une personnalité, quelqu'un dans un groupe, dans un collectif. Cette dimension du groupe et de son sentiment d'appartenance, moi, me paraît centrale. Et elle n'est justement pas du tout présente dans la forme scolaire. Parce que dans la forme scolaire, massivement, on demande aux personnes, alors on va le voir sur les pratiques d'évaluation par exemple, est-ce que si j'aide un copain pendant son évaluation, est-ce que c'est possible ça? J'ai le droit, je n'ai pas le droit, c'est bien. Moi je pense à toutes ces classes, je vous imagine bien là, tous avec des rangées de classeurs. Moi j'ai l'examen la semaine prochaine, tous les étudiants, on va les mettre à 2 places les uns des autres pour être sûr qu'ils ne se copient pas les uns sur les autres, vous voyez, des choses comme ça. Qui fait que dans la forme scolaire, cette idée même d'appartenir à un collectif et à un groupe est vraiment pas centrale. Et là, la question de la personne, elle se pose là également. Enfin, le dernier outil, ce sera le plan de travail, qui d'une certaine manière peut être pensé de manière très individualisée ou peut être pensé de manière plutôt collective. Alors j'avance parce que l'heure avance vite. Alors sur le plan de travail, moi ce qui m'intéresse, tout ça c'est ce que je vous ai dit, globalement, ce qui m'intéresse c'est le fait que ça peut être un outil qui est au service de la personnalisation, ou aussi qui peut, à certains moments, être au service d'une hyper-individualisation qui ne me paraît pas forcément souhaitable. Donc je ferai une différence très forte quand je vais dans des classes où il y a du plan de travail qui renforce l'individualisme. Et vous voyez des classes où les enfants sont sur leur plan de travail et vous pourriez, dans une classe flexible par exemple, on leur met des œillères, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, pour pas qu'ils soient perturbés par les autres, vous avez des espaces pour travailler. Quand j'interviewe les collègues là-dessus, ils m'expliquent qu'il faut qu'ils soient tranquilles, qu'ils ne soient pas gênés par les autres. Et donc je vais faire une grande différence, par exemple, sur plan de travail dans un espace tout seul, ou plan de travail si j'ai le droit de coopérer. Et je crois que le plan de travail Freinet, il a 2-3 particularités. La particularité, la particularité, c'est de s'inscrire. Tout est parti. Ça revient pour vous. Voilà. Je vais prendre juste cette théorie-là, diaporama. Je pense que là encore, vous avez un outil qui se fait différemment, puisque dans beaucoup de classes, le plan de travail, en fait, c'est pas un plan de travail, c'est une feuille de route. Tout le monde appelle ça plan de travail. Donc on a essayé de distinguer les 3 choses. Plan de travail, contrat et feuille de route. La feuille de route, c'est un document où tous les élèves font la même chose en fait. Ils ont le choix de l'ordre des tâches, donc ils ont un tout petit peu de choix, c'est une pédagogie du choix, dirait Jean Housset. Ils peuvent choisir l'ordre des tâches, c'est pas inintéressant, déjà ils ont un rythme différent les uns des autres, mais par contre ils font tous la même chose. Et par exemple, dans beaucoup de classes flexibles, ce qui domine, c'est d'avoir la feuille de route. Le contrat de travail, là, on va avoir quelque chose qui est de l'ordre d'une forme d'individualisation, et il va y avoir quelques tâches en partie adaptées à chaque élève, avec des tableaux de suivi, de progressivité. Mais en fait, si vous regardez, moi j'appelle ça les pédagogies de l'environnement préparé, si vous regardez à l'arrivée, malgré tout, tous les élèves font la même chose. Ils ne font pas la même chose en même temps, mais la systémique globale est la même pour tout le monde. Et puis dans la logique du plan de travail, ce qui m'intéresse, plan de travail façon pédagogie Freinet, c'est qu'en fait, il va y avoir vraiment une individualisation des progressions d'apprentissage. Alors ça, si je commence à parler de ça avec des collègues dans la forme scolaire, ils m'expliquent en gros que c'est pas trop possible, parce que déjà, dans leur représentation, l'école, c'est un espace où on fait tous la même chose en même temps, où on doit faire à peu près tous les mêmes évaluations. Et donc, quand on a fait sauter ce verrou-là, il me semble que vous avez construit des outils dans vos mouvements Freinet qui datent en plus. Moi, je suis assez sensible au fait que le mouvement ait créé depuis maintenant bientôt un siècle des outils collectifs, partagés, cumulés. Donc en fait, ce que vous pouvez faire au primaire, qu'on peut difficilement faire au secondaire, c'est s'appuyer sur ces outils déjà construits. Mais du coup, le fait qu'il y ait des progressions individualisées, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que vous allez pouvoir rentrer
dans une logique de pédagogie du sur-mesure. Et le plan de travail Freinet, pour moi, là-dessus, il est intéressant. Mais il n'est pas que du sur-mesure, puisqu'il est aussi personnalisé. Et ce qui m'intéresse dans ce que je vois dans le plan de travail, c'est toutes les tâches ouvertes. C'est-à-dire toutes les tâches créatives, de type exposé, de type projet, de type... qui font que là, pour le coup, il va y avoir une place pour le projet des enfants dont je parlais juste avant. Donc par rapport à ça, vous avez un outil extrêmement intéressant. La deuxième chose, c'est la logique d'autocorrection et la recherche d'auto-évaluation. Alors je vais basculer sur l'évaluation. C'est pas du tout anodin ça. Quand je réfléchis sur ma pratique, je vais dans des classes, on incite assez peu les enfants à être dans des logiques de type auto-évaluatif. L'évaluation est quelque chose qui est perçu massivement comme étant de la responsabilité de l'enseignant. Même Freinet lui-même considérait par exemple que la certification était du côté de l'enseignant. Et je pense qu'il a raison de proposer cette entrée. Mais dans ce cadre-là, nous allons avoir un plan de travail dans lequel, alors je vais mettre 2-3 autres, hop, voilà, je suis avec Freinet, nous avons mis un plan de travail dans lequel finalement la part du sur-mesure et la part du projet sont complémentaires, et le fait que ça s'inscrive dans un collectif global va renforcer la possibilité qui pour moi est essentielle, qui est la possibilité d'étayage. Alors je vais prendre un exemple, dans le projet de recherche qu'on fait en collège, l'entrée c'est l'autonomie. Les élèves sont quand même dans beaucoup de disciplines, 1 heure de plan de travail en continu. Et nous, ce qu'on observe de l'extérieur, c'est à la fois l'intérêt et les risques de cette entrée, puisque par exemple, les élèves, pour certains, arrivent à contourner l'intention des enseignants. En gros, ils deviennent des experts pour faire semblant de travailler. J'avais repéré ça beaucoup dans les classes Freinet dans lesquelles j'ai travaillé, c'est-à-dire le risque du plan de travail, par exemple, c'est que vous êtes dans un espace dans lequel les élèves peuvent confondre ce que Philippe Bernou appelle le métier d'élève avec le métier d'apprenant. Et ça, c'est le premier risque. Les bons élèves, eux, ils le compensent d'une autre manière, c'est qu'ils comprennent qu'être autonome, c'est par exemple demander de l'aide quand on ne sait pas. Et donc ces élèves-là vont compenser avec la partie coopérative de la classe. Quand ils ne savent pas, quand ils sont bloqués, ils vont savoir utiliser les autres comme ressources. Mais dans vos classes, je vous invite à regarder, je pense que vous avez une partie des élèves qui sont dans l'incapacité de faire ça. Et pour cela, du coup, une pratique comme le plan de travail va être du côté d'une fausse autonomie, puisque, en gros, ils vont être simplement en position d'attente et vont utiliser votre dispositif pour faire semblant de travailler, en gros, quoi. Donc, par rapport à ça, je crois que l'enjeu d'être dans une classe coopérative est assez important, parce que vous allez pouvoir, grâce aux autres élèves, mettre en place des systèmes pour limiter ces effets du plan de travail comme moment de travail de non-apprentissage, d'une certaine manière. Donc en fait, la deuxième chose que j'ai vue dans certaines classes Freinet, je pense à une classe, notamment avec des collègues qui démarraient la pédagogie Freinet, mais qui n'en avaient pas tous les tenants et les aboutissants, c'est la croyance dans l'hyper-individualisation du plan de travail. C'est-à-dire, là, c'était des classes où on avait jusqu'à 2 à 3 heures de plan de travail par jour, avec des élèves qui, pour certains, étaient dans le profil que je viens de vous donner, et globalement, un discours fort des enseignants, comme pensant que l'apprentissage allait se faire, en gros, par le fichier. Et donc, c'est aussi une alerte pour moi dans nos pédagogies, c'est que le fichier n'est qu'un déclencheur, en fait. Il y a eu sans doute dans le mouvement Freinet une croyance pendant très longtemps, je ne vais pas rentrer dans les questions d'apprentissage, mais c'était un héritage un peu piagétien. Dans l'héritage piagétien, on pouvait penser que l'individu apprend seul face à une tâche, si elle est bien faite, un peu comme un didacticiel en fait. Et il y a une partie des fichiers Freinet, les plus vieux, qui sont un peu pensés sur le mode didacticiel. Entrée et sortie permanente, l'enfant fait tout seul face à la fiche et il y aura apprentissage. Moi, je suis plutôt du côté de l'apprentissage social. Je considère qu'il n'y a pas d'apprentissage sans médiation. Et du coup, certains de cette conception, cette approche-là du plan de travail en pédagogie Freinet peut être problématique parce qu'on va minorer le besoin de médiation de l'adulte et des pairs dans ce cas-là. Et donc, je vous invite à une forme de vigilance. En gros, les enfants n'apprennent pas tout seuls avec des fiches, même en pédagogie Freinet. Ils apprennent dans un espace où la fiche leur donne un outil pour se poser des questions, pour chercher,
Et l'apprentissage lui-même va se faire dans la médiation avec les autres ou avec l'adulte. Et donc, dans ce cadre-là, d'une certaine manière, l'outil plan de travail en pédagogie freinée mériterait peut-être d'être repensé, revisité, en tout cas de se dire que ça ne fonctionne pas de manière magique. Alors nous, ce qu'on a fait donc, avec Sylvain Connac et puis Andrea Capitanesco, c'était d'essayer de se dire où sont les dérives potentielles que nous pouvons anticiper dans cette outil. Donc les dérives potentielles, c'est le risque de parcellisation des tâches. C'est-à-dire quand les enfants sont sur des plans de travail à dominante fiche, et bien finalement, on retrouve les mêmes dérives que dans la pédagogie traditionnelle. L'objectif parcellaire de l'apprentissage devient finalement cette conception entre activité et tâche, quoi. Finalement, l'activité devient la fin et l'enjeu d'apprentissage peut disparaître derrière la tâche. L'autre élément, c'est très souvent le manque d'étayage. C'est-à-dire dans un espace où vous avez 25, 30 élèves, et bien globalement, on peut laisser très longtemps les élèves tout seuls. Et c'est là où je crois que tous les dispositifs d'incitation des élèves à ne pas travailler seuls, à demander de l'aide, et donc en renforçant la coopération, vont permettre de faire compenser ce risque-là. L'autre risque, c'est un risque qui est assez mis en avant par la sociologie, par les gens qui, je pense à Escole Paris 8, qui considèrent les pédagogies actives comme étant potentiellement, finalement, desservant les enfants de milieux populaires, parce que ce qu'ils défendent, et il faut qu'on les entende pour le discuter, c'est qu'en fait, dans ces formats-là, comme c'est pas l'école comme dans d'autres espaces, il y a beaucoup de risques de ce qu'on appellerait de malentendus socio-cognitifs, c'est-à-dire de mauvaise compréhension par les élèves de nos intentions. Donc par exemple, la première, c'est de croire que notre but, c'est qu'ils aient fini le fichier et pas qu'ils aient appris quelque chose. Ou de croire que globalement, les attendus globaux de l'adulte, il y a une dissonance avec ce que l'enfant comprend. Enfin, troisième chose, et je vais passer assez vite, c'est la question de la déséquilibre dans les formats pédagogiques. Moi, j'ai vu des classes où je me suis demandé à l'observation si c'était encore des groupes. C'est-à-dire quand il y a beaucoup de tâches de type plan de travail individualisé. Et donc, moi, c'est pour ça que j'opposerais la personnalisation et l'individualisation. La personnalisation est inscrite dans l'idée que nous sommes dans une pédagogie de groupe. L'individualisation peut nous amener à une pédagogie de positionnement des individus les uns à côté des autres. Et donc là, il faut qu'on soit hyper vigilant à éviter ce qui serait de l'ordre d'une hyper-individualisation. Donc c'est pour ça que la pédagogie du sur-mesure, elle a un peu d'intérêt, mais il faut s'en méfier, je pense, parce qu'elle peut finalement créer la fin du groupe. Et là, je sais pas, on pourra en discuter après, mais pour moi, c'est un enjeu fort parce que très clairement, notamment chez beaucoup d'enseignants voulant pratiquer la pédagogie freinée comme débutants, j'ai rarement vu ça chez des enseignants chevronnés parce qu'il y a eu plein de réglages entre deux. L'idée du plan de travail est très souvent assimilée à l'individualisation. Et d'ailleurs, on l'appelle plan de travail individualisé en pédagogie freinée. Et du coup, ça induit l'idée d'un fonctionnement potentiellement solitaire. Donc, voilà. Il me semble que là, il y a un enjeu. Deuxième point que je voulais développer, j'ai parlé de l'autocorrection. Par contre, j'ai trouvé, moi, dans la pédagogie freinée, dans toutes mes observations, une approche de l'évaluation que j'ai retrouvée rarement ailleurs et qui me paraît extrêmement riche et qui nous permet de déplacer complètement la question de l'apprentissage. Donc déjà, juste un point théorique pour dire de quoi je parle. Moi, quand je parle d'évaluer, je prends l'étymologie, ça veut bien, c'est donner de la valeur. Et donc, si je vois évaluer comme donner de la valeur, je pense que nous sommes en plein là-dedans en pédagogie freinée, c'est-à-dire la logique de contrôle n'est pas du tout la logique première, contrairement à la forme scolaire. Et nous allons trouver 3 formes d'évaluation. Je vous donne ma petite théorie, je vais très vite, mais pour moi, que les évaluations, je ne sais pas, dans les hautes écoles, vous devez avoir eu plein de cours sur l'évaluation diagnostique, l'évaluation sommative, l'évaluation formative. Moi, je vais défendre l'idée que, en gros, je ne vais pas regarder comme ça. Je vais regarder la forme des évaluations, à quoi elles servent. Il me semble qu'il y a une famille qui est des évaluations bilan. C'est en gros l'évaluation qu'on va assimiler au contrôle. On va faire, d'un côté, le diagnostic, avant. Quand je vais faire du formatif, je vais par exemple essayer au milieu de l'apprentissage de regarder ce qui se passe, et puis ça va me servir à réguler. La question est de savoir à qui ça sert pour réguler. Et puis à la fin, je vais aussi faire des bilans, puis si la compétence est acquise, je vais certifier quelque chose. Donc pour moi, tout ça, c'est un peu la même famille et c'est un peu les mêmes outils en fait. Par contre, il y a 2 autres formes qui m'intéressent beaucoup plus.
La deuxième forme, c'est l'évaluation formative. Alors j'en aurai une définition un tout petit peu déplacée. En général, moi quand j'étais en formation d'enseignant, derrière l'évaluation formative, on me parlait de situations qui sont en fait des évaluations de régulation d'apprentissage. Pendant une séquence, on va faire une évaluation pour savoir où l'élève en est, mais très souvent l'évaluation elle est formative du point de vue de l'enseignant. Mais quel sens ça prend pour l'élève? Et c'est ce qui m'intéresse depuis quelques années, c'est quel sens les élèves donnent aux évaluations. Je ne sais pas si vous faites des corrections collectives dans vos classes, ça vous arrive? Vous faites peut-être des moments d'analyse critique du travail des copains, ce qui est déjà plus intéressant. Mais quand vous êtes dans une classe et vous voyez une correction, en fait, vous voyez les élèves, c'est assez rigolo comme moment, c'est assez triste aussi. C'est que font les élèves pendant les corrections dans la plupart des classes traditionnelles? Ils viennent écouter la réponse et se mettre en conformité. Donc en fait, c'est le moment où ils savent s'ils ont les points ou s'ils n'ont pas les points. Ils sont un petit peu attentifs parce que quelquefois que l'enseignant soit trompé, on pourrait peut-être gratter 1 ou 2 points en plus, avec un peu de contestation syndicale. Et puis ensuite, une fois qu'on a la réponse, est-ce que c'est un moment pour essayer, par exemple, dans la théorie socio-constructiviste, la correction devrait être un moment essentiel, puisque c'est le moment où, alors que je n'ai pas réussi, je devrais comprendre pourquoi je n'ai pas réussi pour réussir la fois d'après. Or, en fait, c'est pas du tout ça que font les élèves. Ils sortent un stylo vert, en général, parce que les enseignants veulent qu'on corrige en vert dans beaucoup de classes. Et puis, ils notent la bonne réponse. Et à partir du moment où ils ont donné la bonne réponse, ils se sont mis en conformité. Et qu'est-ce qu'ils font ensuite? Ils s'empressent de tourner la page et de passer à autre chose. Et donc, cette évaluation, pour eux, n'a absolument rien de formatif. C'est juste informationnel, d'une certaine manière. Là, je trouve que rien que dans cette description, nous avons un outil qui va spécifier vos pédagogies. Je pense que dans vos pédagogies, on ne raisonne pas comme ça, on se situe dans l'idée d'une pédagogie de la réussite. Et souvent, quand j'interviens sur l'évaluation, je donne juste une piste, une question aux collègues, je leur dis, mais est-ce que vous leur faites refaire? Vous me dites oui. En général, on répond non. C'est-à-dire qu'en général, la question dans la formation traditionnelle, c'est une fois que c'est... Il y a plein de dessins, c'est vidéo, vous trouvez sur le net, qui dit un gamin, ça y est monsieur, j'ai compris. Oui, mais c'est trop tard, la note est mise. C'est-à-dire que ça a posé toute une vraie question de quelle est notre finalité. Est-ce qu'ils aient appris, ou est-ce qu'on a, d'une certaine manière, géré la compétition en mettant une note à chacun au même moment, sur le même support, qui va nous permettre de les classer, puisque c'est ça l'objectif. Donc si on va là-dessus, je crois que l'évaluation formative, moi je vais parler d'évaluation formative uniquement quand elle est formative du point de vue de l'élève. Et donc ça va nous donner un objectif central, c'est que toute correction, par exemple, doit être un outil pour que l'élève comprenne son erreur. On voulait rendre un hommage à un de mes anciens profs, moi à Rouen, qui était Jean-Pierre Astolfi, malheureusement décédé, qui je vous invite à relire Astolfi sur l'erreur, un outil pour enseigner, mais c'est cette idée que l'erreur est, 1, normale, et 2, est le point de départ pour la suite. Les didacticiens ont fait plein de propositions dans ce sens-là, mais je crois qu'elles ne sont pas opérationnelles, au sens que les élèves ne croient pas, d'une certaine manière. Et je pense que dans vos pédagogies, la dimension formative, elle, vous allez trouver des moyens opérationnels pour la mettre en place. Je vais y revenir juste après. Et puis la troisième forme d'évaluation, c'est l'évaluation formatrice. Alors on parlait tout à l'heure rapidement, c'est une théorie qu'on n'utilise plus tellement, et pourtant elle est assez opérationnelle. C'est une théorie qui avait été faite il y a une trentaine d'années par Georgette Nunziati et Vial, où en fait ils se sont amusés à réfléchir si l'évaluation n'était pas seulement un moyen de régulation, mais si ce n'était pas un moyen d'apprendre en soi. Alors moi je l'ai retravaillé un tout petit peu, un peu différemment. Pour moi l'idée est la suivante. Ça vient d'un psychologue qui s'appelle Bloom, je crois que vous le connaissez en Belgique. Ouais, en France on ne le connaît pas trop, mais bon. Bloom, je vous rappelle la pyramide, niveau de taxonomie. Premier niveau, c'est la restitution. Deuxième niveau, la compréhension. Troisième niveau, voilà. Et le dernier niveau chez Bloom, c'est l'évaluation, dans la première taxonomie. L'évaluation, c'est quoi? Bloom dit quelqu'un qui est en capacité de s'auto-évaluer, de fixer ses critères de réussite, en fait, c'est qu'il sait déjà. Et donc, Bloom, si on s'inspire de Bloom, on va pouvoir proposer, d'une certaine manière, d'utiliser la dynamique d'évaluation pour apprendre. Ça va avoir quelque chose à voir avec ce que vous faites dans vos classes qui s'appelle le tutorat.
quand un élève explique à un autre, est-ce qu'il est en train de perdre son temps? Dans la pensée commune, oui, mais dans votre classe, non, a priori. C'est-à-dire que celui qui explique à l'autre, il est en train de réorganiser ses savoirs, de secondariser, de réorganiser, et il accède à un niveau de conceptualisation supérieur. Et donc, il perd surtout pas son temps. Pour l'évaluation, c'est pareil. Un élève qui est en capacité de porter un regard évaluatif sur le travail d'un autre est un élève qui monte en compétence. Et c'est ça que je vois dans vos classes, moi. Pourquoi je vois ça? C'est qu'en permettant aux élèves, par exemple en les incitant à une pratique qui est centrale, qui s'appelle la co-évaluation. C'est-à-dire à mettre en place des situations où on les amène à porter un regard évaluatif sur le travail des autres. Puis ensuite, donc c'est vos moments, je ne sais pas comment vous les appelez, c'est le moment de la critique du travail collectif, que ce soit le texte libre ou la production de maths. Voilà. Ce moment-là est central en fait. C'est un moment profondément évaluatif, mais qui est du côté de l'évaluation formatrice. C'est-à-dire, c'est le moment où les gamins, en donnant un regard critique sur le travail des copains, sont en train de s'approprier les critères et de monter en compétences cognitives par rapport à l'objet de savoir. Alors, quand je discute avec les collègues, vous me direz si c'est pareil pour vous, nous en France, quand on en parle de ça, les collègues me disent « bah oui, t'as raison, c'est vrai, mais en fait, on s'en rend pas compte ». C'est-à-dire, on le fait, c'est la prose de M. Jourdain de notre pratique évaluative, on le fait beaucoup, mais on n'a pas forcément l'impression que c'est si important que ça. Et donc, du coup, c'est parfois des moments qu'on ne fait pas perdurer. Surtout, c'est des choses qu'on formalise peu. Donc là, je vais m'appuyer sur les travaux d'un chercheur français toulousain qui s'appelle André Antilly, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. André Antilly est un chercheur qui a beaucoup travaillé sur la déconstruction du rôle de l'évaluation. Il a repris des vieux travaux très très récents, de 1930, sur ce qu'on appelle la docimologie, pour montrer finalement, faire une déconstruction de l'évaluation notée. Bon, en gros, c'est lui qui a montré la notion de constante macabre. Je ne sais pas si j'essaie de voir un peu vos têtes. Selon les territoires, c'est plus ou moins connu. La constante macabre, c'est important, alors pour vous un peu moins, mais pour beaucoup d'enseignants, je crois que c'est une notion essentielle. C'est de dire que les évaluations ne sont absolument pas le produit des compétences des élèves, mais sont le produit des formes d'évaluation des profs. Et donc, dans l'idée de la constante macabre, c'est une courbe de Gauss, c'est des recherches qui montrent que si vous évaluez 10 000 élèves à un examen, vous avez le CEB, vous maintenant, un truc comme ça, 10 000 élèves au CEB, les notes se répartissent en courbe de Gauss, ça devrait être à peu près statistiquement normal. Et ce que montrent ces travaux, c'est que dans une classe de 30, les notes se répartissent aussi en courbe de Gauss. Et dans toutes les classes de 30, elles se répartissent en courbe de Gauss. Et là, pour un mathématicien, c'est pas normal. Parce que autant pour des grands groupes, ça pourrait être logique, autant pour des petits groupes, la répartition ne devrait pas être aussi homogène. Et donc, toute la théorie de André-Antilly, c'est que tout ça est finalement le produit de la manière dont nous évaluons, en fait. Et donc, c'est une discussion, par exemple, moi j'ai ça la semaine prochaine, là, à la fac, je fais une évaluation avec mes étudiants, où je leur donne les critères, et puis je leur donne aussi le droit d'amener une ressource, et puis c'est une évaluation transparente, donc je leur explique, je leur ai même donné sur quoi ils seraient interrogés. Bon, c'est une question, ils passent un concours en même temps, je ne voulais pas charger la barre, mais je préfère qu'ils aient vraiment travaillé leur évaluation, et du coup j'utilise la technique du copion, comme ils ont le droit d'amener une ressource manuscrite sur une feuille A4, et là je vais les mettre dans la situation de sélectionner l'information à mon évaluation. Et donc je vais augmenter les chances que réellement, de mon point de vue, ils aient travaillé la matière, et en plus je vais pouvoir faire un sujet plus réflexif, c'est assez intéressant. Mais j'en discutais avec des collègues, c'est compliqué à expliquer. Je dis, mais si tu fais ça, ils vont tous valider. Alors moi, ils valident beaucoup mon cours quand même. Et je crois que pour beaucoup de mes collègues, je ne dois pas être un vrai prof. Parce qu'un vrai prof, il a un tiers des élèves qui ne valident pas, il a un tiers qui est en moyenne, et il a un tiers qui ont en dessous. Donc, ça va, Antilly, du coup, je vous invite à aller voir, c'est des travaux très intéressants, ça déconstruit cette notion-là. Dans ces classes-là, comment dire, du coup, on est encore dans évaluer comme contrôler dans cette physique. Vous, moi, je pense, j'espère, être dans l'idée que évaluer, ça ne sert qu'à une chose, c'est valoriser les réussites. Alors, par rapport à cet enjeu-là, je vous ai fait un autre schéma.
Il me semble que du coup, dans vos classes, je vois des choses qui sont de 3 grandes dimensions. La première, c'est du côté de l'évaluation formative et formatrice, tout ce qui est de l'ordre de l'autocorrection et de l'auto-évaluation. Je veux quand même faire une distinction. L'autocorrection, je vois beaucoup d'autocorrection dans les classes. L'autocorrection, c'est pas très compliqué. On peut s'autocorriger sans apprendre. C'est juste, je regarde la conformité. L'auto-évaluation, c'est une compétence cognitive bien plus haute parce qu'elle est du côté de l'évaluation formatrice. Et donc, je pense que c'est vers l'auto-évaluation qu'il faut qu'on puisse aller, mais l'autocorrection est peut-être une porte d'entrée. La question de travailler avec les élèves, les critères explicites, discuter, construire, vraiment, il ne veut pas. Donc, cette idée-là me paraît centrale et je vous inviterai à prolonger des pratiques qui existent déjà, mais par exemple, je vois rarement dans des classes, vous allez me dire si vous le faites vous, ou quand on a fait les critères avec les élèves, bon, en gros, tu as bien écrit tel truc, si je prends une critique de texte par exemple, ça c'est le sujet, ça c'est le verbe, et quand on fait une phrase, il faut ça, les gamins arrivent à le formuler. Par contre, ce que je vois assez peu dans les classes aujourd'hui, c'est la formalisation de l'ensemble de ces critères. Parce que souvent on n'a pas le temps, parce qu'on passe à autre chose, Or, en fait, du point de vue de ces théories de l'évaluation, les critères, il ne faudrait pas seulement qu'ils apparaissent, il faudrait qu'on puisse faire un travail d'explicitation fort. Et là, je veux faire un hommage à nos collègues québécois. Moi, je suis pour une pédagogie de l'explicitation, mais qui ne soit pas une pédagogie forcément de l'instruction directe. Et cet enjeu d'explicitation, il pourrait peut-être, de mon point de vue, être renforcé dans beaucoup de classes où je passe, parce que si on fait seulement apparaître les choses, mais qu'on ne les formalise pas et qu'on ne les réutilise pas, globalement, il n'y a que les élèves les plus familiers finalement de l'école et connivants avec le monde scolaire qui vont les intégrer sur le long terme. Donc là, on a un enjeu sans doute, mais alors le mouvement freiné, il y a eu des périodes, vous irez voir les outils freinés, il y a eu des périodes où cette dimension-là était très forte. Il me semble qu'on est plutôt dans un reflux de la vague sur ces enjeux-là, mais ça me paraîtrait important de le faire. Deuxième chose, je voudrais vraiment insister là-dessus, parce que pour moi, c'est ce qui vraiment est une entrée où l'obstacle, c'est nos représentations, c'est une pédagogie de la réussite. Alors c'est une expression que j'ai rencontrée moi il y a très longtemps, mais pas dans ce cadre-là, dans le cadre de l'animation au CEMEA. On parlait beaucoup de pédagogie de la réussite. C'est-à-dire une idée que le but de la pédagogie, c'est de surtout pas produire de l'échec, mais c'est de mettre en situation chacun de réussir. Et dans vos classes, ce que je vois, enfin dans le mouvement freiné, c'est des toutes petites choses, mais qui, si on analyse, sont une rupture fondamentale. La première, c'est différenciation des évaluations. Chacun est évalué différemment en fonction de ce qu'il vient de faire. Pour moi, c'est un obstacle énorme quand j'interviens dans des établissements standards, quand je leur propose mais non, on ne peut pas. Quoi. Il doit y avoir le moment évaluatif qui sera le même pour tout le monde. Donc cette idée que vous avez notamment avec le plan de travail, qu'on peut juste être évalué pour ce qu'on vient de faire, est une idée centrale de rupture. La deuxième, c'était, moi la première fois que j'ai lu ça chez Freinet, ça m'avait surpris. Aujourd'hui ça me paraît évident, mais c'est cette idée que vous avez dans beaucoup de fichiers Freinet historiques, c'est que, vous savez, c'est les exercices d'entraînement avant évaluation. Donc je m'entraîne, ensuite je passe en autocorrection les pré-ceinture ou les pré, voilà. Et puis c'est seulement quand je me sens prêt que je demande à être évalué pour la certification. En fait, c'est assez raisonnable, hein, c'est comme ça qu'on fait dans la vie, ça vous viendra l'idée d'aller vous inscrire à un truc où vous savez que vous ne l'aurez pas, vous. Moi non, personnellement, mon narcissisme en souffrirait de trop. Mais cette idée-là, elle est centrale. Et donc, si vous allez voir d'autres espaces pédagogiques, on la trouve quasiment pas. Pas plus que l'idée de pouvoir faire et refaire jusqu'à la réussite. Cette idée qu'une évaluation est toujours un truc que momentané, et que se tromper, si je peux refaire, c'est pas très grave. Alors moi, je viens du monde sportif, et puis j'ai passé le permis de conduire aussi. Et en fait, c'est des idées de base dans ces espaces-là. Se tromper n'est vraiment pas important, puisque ça n'est qu'une étape d'un long parcours. Or, dans la pédagogie traditionnelle, là, le système qui fait que quand on a une évaluation, on porte un regard réussi par aussi, même dans l'approche par compétence, on va, marquer cette chose, et puis on va passer à autre chose. Et dès lors qu'on passe à autre chose sans pouvoir faire et refaire, eh bien je ne fais qu'entériner la position d'échec.
Donc sur cette dimension-là, je crois que vous avez quelque chose de central dans votre pédagogie et qui mérite d'être renforcé, mais qui fait obstacle au temps didactique dans beaucoup de classes. Et la dernière chose de cette pédagogie de la réussite, c'est vous. C'est-à-dire que c'est Anne Jorot qui parle d'une posture d'ami critique. Moi, quand j'observe des aides entre enfants et puis aussi avec les adultes, c'est vraiment des espaces dans lesquels il y a une bienveillance dans l'accueil de l'erreur, un étayage qui va permettre d'une certaine manière qu'on dépasse la situation. Alors Freinet avait une notion pour ça, moi, elle m'a toujours beaucoup parlé, c'est la notion de recours barrière, pour parler d'une posture dans laquelle à la fois on va empêcher l'autre d'aller trop loin pour ne pas se mettre en grande difficulté, mais d'être une ressource pour l'autre pour l'aider à faire ce qu'il n'aurait pas pu faire tout seul. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose en théorie de l'apprentissage, ça. En fait, c'est la théorie de Vygotsky, d'une certaine manière. C'est la zone proximale de développement, c'est-à-dire l'intervention dans laquelle, Brunner, l'interaction de tutelle, quelqu'un qui vient m'aider pour m'aider à réussir à faire quelque chose que je n'aurais pas pu faire tout seul. Et je crois que la fonction évaluative, elle est totalement liée à la fonction d'étayage, en fait, à ce niveau-là. Dernier élément, c'est les compétences fonctionnelles à l'échelle des enfants. Ça fait 20 ou 30, je crois qu'en Belgique, c'est plus tôt qu'en France qu'on parle d'approche par compétence, ça vous dit quelque chose. Moi, je pense que la pédagogie Freinet est une des réalisations les plus abouties d'une véritable approche par compétence qui ne soit pas une usine à gaz. Notamment, je suis assez intéressé par tout ce qui va toucher aux entrées par les brevets, les ceintures, les stades de maîtrise, qui vont permettre effectivement aux enfants de se projeter dans le but de long terme. En France, en ce moment, c'est plus les ceintures qui sont à la mode que les brevets. Mais quand on regarde l'outil, c'est extrêmement intéressant parce que dans l'évaluation traditionnelle, les élèves ont une perception d'arbitraire très forte du fait qu'ils ne peuvent pas se projeter. Et même dans l'approche par compétence que je vois aujourd'hui dans les écoles primaires et collèges, les enfants ne s'approprient pas le référentiel. Donc en fait, on leur dit c'est une note ou c'est une compétence, mais ça ne fait pas grande différence pour eux. Dans les approches par brevet successif ou par ceinture, l'intérêt fort, c'est qu'on voit l'horizon. Et je suis en permanence, mon évaluation, mon apprentissage est situé dans un horizon qui le dépasse. C'est très poétique dit comme ça, mais en fait, c'est quelque chose de central. Parce que ça veut dire que votre gamin dans la classe, il sait que, je vais prendre l'exemple des ceintures là, mais il sait qu'il est ceinture verte, mais il a l'objectif de devenir ceinture orange. Et il a de manière très claire les stades qui vont lui permettre de le réussir. Donc ça leur permet d'être en projet. Là où dans des évaluations qui ne sont pas situées comme ça, alors en collège on travaille aujourd'hui beaucoup avec un autre outil qui s'appelle les échelles descriptives, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est la même chose, c'est-à-dire je prends une compétence et je la mets niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, et les élèves sont situés dans la hiérarchie des niveaux, mais toujours avec l'objectif d'aller au niveau plus haut. Et je crois que c'est central, parce que du coup, ça permet aux élèves d'avoir un objectif. Et l'évaluation n'est donc plus seulement même l'attestation d'une compétence, c'est le positionnement dans une progression. Et donc la question de l'évaluation des progrès est quelque chose d'essentiel qui est très souvent lié dans les pratiques évaluatives. Les autres éléments que je voulais mettre en avant, c'est la question de l'observation des réussites et la valorisation d'objets non scolaires. Donc là, les brevets, moi j'ai fait mon stage, j'avais un élève, alors c'est toujours anecdotique, mais la collègue travaillait en brevet Freinet. Les élèves, donc du coup, demandaient au conseil à fixer des brevets de compétences. Et donc, ils avaient inventé tout un tas de brevets qui n'avaient rien à voir avec la classe. Il y avait le brevet de patin roulette, le brevet de... Voilà. Et c'était en fait très intéressant parce que ça créait un équilibre des compétences. On pourrait mettre ça en lien avec le marché de connaissances, en fait. C'est-à-dire qu'ils avaient tout un tas de compétences non scolaires qui étaient reconnues et qui leur permettaient, je reviens à la personnalisation, de trouver leur place dans le groupe, en fait. Alors, le problème, c'est qu'il y en avait un, il avait que le brevet de patin roulette. Là, c'est un peu embêtant, ça pose d'autres problèmes de différentialisme. Mais malgré tout, je crois que là, il y a une idée forte, et on retrouve ça aujourd'hui dans les mouvements en France d'éducation populaire, à travers la notion de badge, d'open badge, qui veulent valoriser des compétences informelles des personnes par des systèmes de certification, mais qui ne sont pas... Donc là, dans cette classe dans laquelle j'étais, c'était mon stage, ça m'a beaucoup marqué. La certification, c'est les élèves qui définissaient les critères. Et puis ensuite, ils demandaient à passer les brevets et c'était les autres élèves qui certifiaient la compétence. Et là, on a aussi un autre enjeu.
C'est-à-dire que la certification n'est pas que l'apanage de l'enseignant. La certification, c'est l'apanage du groupe. Alors c'est d'autant plus important pour les compétences psychosociales. Ça, voilà. Enfin, le dernier point, et puis je m'arrêterai là, et puis on pourra discuter sur cet enjeu, c'est la place de l'observation. Alors là, il n'y a pas que en pédagogie freinée. Moi, c'est en pédagogie Montessori que j'ai été le plus frappé par ça. J'ai fait une recherche dans une école Montessori près d'Ormans, et ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est l'absence de moments évaluatifs. Pédagogie Montessori, les gamins font des activités, il n'y a jamais un moment que vous pouvez qualifier d'évaluation. Et comment font les éducateurs Montessori? C'est simplement qu'ils donnent les manipulations à faire, puis quand les gamins les réussissent, ils notent qu'ils les ont réussis. Et après, par contre, ils ont une réunion régulière où ils affinent tout ça dans des échanges sur la manière dont ils vont pouvoir, les uns les autres, analyser tout ça. Ce qui, moi qui étais enseignant spécialisé, on appelait ça une réunion de synthèse. Et je suis assez sensible à cette idée que le principal outil évaluatif dans vos classes, ça reste vous, en fait. C'est-à-dire votre regard sur les élèves, et qu'il n'y a pas forcément besoin, tout un tas de choses, de moments évaluatifs. Et qu'on peut se permettre en pédagogie, quand on a observé une compétence, de considérer, quand on l'observe de manière récurrente, qu'elle est validée. Alors là encore, la boucle est bouclée, d'un point de vue institutionnel, cette idée d'évaluation, là, elle est problématique. J'étais dans un collège avec une grande discussion, là, c'était un mois, c'était assez rigolo, parce que, enfin rigolo, non, pas rigolo, mais je parlais de ça, et l'enseignant, il y a un enseignant qui dit, moi je suis embêté parce que j'ai un élève, à chaque fois qu'il fait l'exercice, il le réussit. Mais par contre, il a échoué le contrôle. Est-ce que je peux le valider ou pas? La situation me paraît tellement ubuesque que je la partage, mais je crois que pour le collègue, c'est un vrai problème. Hein. Parce que dans son monde, la vraie évaluation, c'est le moment certificatif. Et tout le reste n'est pas de l'évaluation. Donc il me semble que ce déplacement-là qu'ont opéré des pédagogues comme Freinet est essentiel, puisque dans cette évaluation formatrice, il s'agit juste de remettre l'évaluation à sa juste place. Un outil pour constater qu'on sait, un outil pour se projeter pour la suite, et puis un outil très élaboré pour aider les enfants à se positionner eux-mêmes dans leur apprentissage. Voilà. Je m'arrête là, il y a 12 diapos, mais on va pouvoir discuter derrière. Voilà. C'est bon, je vais l'embarquer.